Et maintenant, sans transition, je garde Madame Concile et j'appelle Olivier Marin, journaliste. Je ne sais pas où il est. Olivier, voilà, journaliste, spécialiste des affaires immobilières et rédacteur surtout d'un livre qui s'appelle L'urbanisme demain et à qui je laisse la parole pour vous présenter cette action concrète d'une action cœur de ville. Eh bien, un grand merci Marie-Hélène, un grand merci au nom du... Ah, je ne sais pas non. si... Non. Ah. C'est le mien qui... Tiens, on échange. Alors... Voilà, un grand merci Marie-Hélène au nom du groupe Figaro. On est très heureux en tout cas de vous accompagner dans ce magnifique congrès, un sujet tellement important, mais vers l'urbanisme durable. Comme vous le disiez hier, il y a un chemin, il y a le sens de l'histoire, mais il y a un chemin qui est long, mais que l'on va prendre. Alors, on va aborder maintenant, très concrètement, une table ronde sur, à la fois, bien sûr, Action Cœur de Ville, l'aménagement des territoires, et j'appelle à nous rejoindre Annabelle Violet. Merci, vous pouvez venir. J'appelle Philippe Buisson, le maire de Libourne, et Maître Édouard Grimont. Voilà. Merci à tous. Dominique Concile, donc directrice des programmes Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain. Philippe Buisson, maire de Libourne. Annabelle Violet, vous êtes directrice régionale Nouvelle-Aquitaine, Banque des Territoires. Et Maître Édouard Grimont, porte-parole du bureau du CSN, du suivi de l'activité immobilière, de la politique du logement et des relations avec le ministère du Logement, désormais ministère du Logement et de la rénovation urbaine. Alors, du logement, il en sera question, mais pas que. On va parler aménagement du territoire, action locale, urbanisme, environnement, petits et grands projets. On verra des réalisations très concrètes. L'objectif, c'est de nous éclairer, de mieux cerner le rôle des uns et des autres, que ce soit à l'échelle de la ville, avec l'élu, les habitants, mais aussi le financement, les orientations stratégiques, l'immobilier, l'accompagnement. Quels sont les leviers pour orienter au mieux les différentes aides et répondre aux besoins sur le terrain? Eh bien, c'est justement l'objet de cette table ronde, avec en fil conducteur les partenariats mis en place. Alors, on va commencer par Libourne, une ville à taille humaine, 25 000 habitants, posée au bord de la Dordogne, enlacée par un vignoble prestigieux, Saint-Émilion, Pomerol. On est au cœur d'un bassin de vie de 200 000 habitants, une ville qui bouge et qui se transforme, ville-centre, périurbaine, ce qui est une particularité. Et l'autre particularité, si je vous dis Action Cœur de Ville, Banque des Territoires, Caisse des dépôts, vous connaissez bien, monsieur le maire. Vous avez été une ville test, une ville laboratoire. Racontez-nous. Merci. D'abord, bon, vous avez dit l'essentiel sur Libourne. Libourne est une ville qui se situe à une trentaine de kilomètres d'ici et qui a ce double statut d'abord. Effectivement, j'y insiste parce que je pense que c'est une exception française, ou à peu près. C'est à la fois d'être une ville-centre, d'un bassin de vie de 200 000 habitants, et d'une ville périmétropolitaine, à proximité donc de la métropole de Bordeaux, qui est l'une des métropoles les plus attractives de France. Et donc, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, cette ville était finalement le symbole de ces villes moyennes, en déclin, dont on doutait du destin, dont on doutait même de la fonction, peut-être même de l'utilité. Et Jean-Pierre Pernaut venait vraiment ouvrir un journal de 13 heures sur TF1 pour expliquer, ben voilà, le déclin de ces villes interstitielles. C'était un peu avant les Gilets jaunes, mais ça voulait dire déjà beaucoup. Moi, je suis arrivé maire il y a ça, dans ce moment-là, il y a 13 ans précisément, et j'ai fait une rencontre. En fait, je vais vous raconter en deux secondes ma vie. Il se trouve que j'ai eu un passage aussi en tant que conseiller à l'Élysée d'un président de la République, et que j'ai fait une rencontre, c'était
celui qui m'a recruté, il s'appelait Pierre-René Lemas, et il était secrétaire général de l'Élysée, et il est devenu ensuite patron, président, directeur général de la Caisse de dépôt et consignation, qui est un mot absolument, qui veut strictement rien dire aux Français, ni aux élus à l'époque, puisque Caisse de dépôt et consignation, franchement, bon, faut quand même, c'est pas du Falc, hein, c'est pas du facile à lire et à comprendre. Et on était dans ce moment où les villes avaient du mal à financer leurs projets. On était dans un maelstrom compliqué. Et un soir, il me dit, alors qu'on était à un concert de Zaz. C'est très précis. Oui, c'est très précis, ouais, vous voyez, ouais, bon. Qui est libournaise elle-même, donc c'est pour ça qu'on y était. Il me dit, tu sais, de l'argent, il y en a vraiment toujours autant, mais il y en a désormais pour les bons projets. C'est plus la peine d'être forcément de la même obédience politique ou copain avec le président du département, de la région, même du président de la République, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut, dans cette strate de ville moyenne de 20 à 50 000 habitants, que vous appreniez à écrire un projet de ville, à rompre un peu avec le court-termisme, c'est-à-dire la fin d'un mandat électoral n'est pas la fin de l'histoire d'une ville, et donc vous pouvez commencer quelque chose, et puis vous ou d'autres, quelqu'un bien le finira bien par le finir, et puis finalement la Caisse de dépôt et consignation, ben, j'ai envie qu'elle devienne banque des territoires, et c'est plus compréhensible, et on va commencer par s'intéresser aux villes moyennes pour objectiver un projet, l'objectiver financièrement, l'objectiver techniquement, est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est finançable, et puis surtout, est-ce que c'est réalisable, est-ce que on va vous accompagner également pour le cofinancer auprès des partenaires, que sont les départements, les régions, l'État, l'Europe, la Banque des territoires, Action Logement. Donc ça a commencé comme ça. Et Libourne a été effectivement territoire expérimental d'un dispositif qui s'appelait Centre-ville de demain et qui est devenu, dans le gouvernement, le premier gouvernement du président Macron, avec Jacques Mézard en particulier, Action Cœur de Ville. Et c'est ma plus belle rencontre avec vous. C'est quand même bon. C'est avec la Banque des territoires et Action Logement. Et aujourd'hui, Libourne, pour faire simple, effectivement, on a écrit un projet urbain qui s'appelait Libourne 2025, donc un projet urbain de 10-12 ans. Aujourd'hui, on passe une échelle de temps un peu plus courte, un pas de temps un peu plus court. On vient de produire, avec les Libournais, le projet Libourne 2030. Et ce projet urbain, quel que soit le maire en 2026, et après, eh bien, il est cohérent, il est porté par les Libournais, il est débattu avec l'ensemble des partenaires et il va se dérouler. Donc ça donne une perspective, ça donne une trajectoire qui rassure tous les investisseurs et c'est comme ça que Libourne peut-être a su aussi, probablement grâce aux notaires qui sont devenus des prescripteurs de Libourne alors que c'était une ville où on n'osait pas investir il y a encore 15 ans, eh bien devenu non pas un Eldorado, mais un territoire qui sort de l'ornière. Voilà. Avec un foncier qui est 2 fois moins cher qu'à Bordeaux ? Oui, avec un foncier qui est 2 fois moins cher qu'à Bordeaux. Alors on est en plus, nous, percutés par d'autres bonnes nouvelles qui ne dépendent pas de moi, dont je le dis assez tranquillement, qui pour le coup dépendent de personne d'ici autour de la table, c'est le RER métropolitain. Ouais. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, on est une ville-centre, ça c'est la géographie et l'histoire, mais on est de plus en plus une ville à côté de la métropole, reliée par une ambition portée par le président de la République, les gouvernements qui se succéderont et les territoires, c'est ces fameux RER métropolitains, c'est-à-dire ces TER, mais cadencés au quart d'heure. Ces TER, c'est un peu technique, passe Bordeaux ici, c'est-à-dire aujourd'hui on fait du Libourne, Bordeaux, la Fac et Arcachon sans rupture de charge. Et pour l'instant, c'est en heure de pointe, c'est au quart d'heure ou à la demi-heure, mais dans 5 ans, ça sera toute la journée au quart d'heure. Et donc, on habite Libourne et on vient chercher l'emploi sur la métropole de la même manière qu'on habite à Mérignac, à Saint-Médard-en-Jalles ou à Bègles, j'en sais rien. Sauf qu'on a effectivement
un foncier qui est à peu près 2 fois moins cher. Attractif. J'espère. On reviendra à vous. Dominique Concile, donc, directrice des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, le soutien aux élus locaux, les projets d'aménagement. Est-ce que vous pouvez nous préciser, bien expliquer en fait les contours et les différentes modalités? Merci. Alors, ce qui est intéressant avec le programme Action Cœur de Ville, c'est que ce sont les maires qui en parlent le mieux. Et après le maire de Libourne, je pense qu'il nous a fait vivre l'essentiel du programme Action Cœur de Ville. Je veux seulement rappeler que le programme Action Cœur de Ville, ça concerne 245 villes en France. C'est un programme qui est basé sur la contractualisation. C'est un point important. Ce n'est pas une politique publique, vous le savez, qui a été inventée et qui se déploie partout sur le territoire de la même manière. Au contraire, c'est une politique publique où on dit aux maires, chiche, vous avez votre projet de territoire qui va permettre de travailler sur la revitalisation de votre ville. Vous travaillez sur les fiches actions et nous, l'État, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Et c'est surtout un programme qui s'appuie aussi beaucoup sur ses partenaires financeurs, bien sûr la Banque des Territoires, bien sûr Action Logement, bien sûr l'ANA. Il faut le préciser, parce qu'aux côtés des moyens de l'État qui peuvent aussi apporter des financements sur les projets, le fait d'avoir Action Logement, la Banque des Territoires, qui vont dans toutes les villes Action Cœur de Ville, ce n'était pas forcément le cas auparavant. Action Logement n'allait pas dans ces villes moyennes qui étaient considérées peut-être un petit peu en déprise. Donc, avec ce programme Action Cœur de Ville, on a des projets portés par les élus locaux dans le cadre d'une contractualisation. On a bien une contractualisation à la base. Et c'est pas que du logement, c'est vraiment une approche globale avec les commerces. Voilà, c'est très global. Les fondements du programme Action Cœur de Ville, mais qui s'est inspiré, comme l'a dit très bien Philippe Buisson, d'expérimentations qui avaient précédé, c'est de dire, si on veut agir sur la revitalisation des centres-villes, il faut pouvoir agir bien sûr sur les logements pour proposer des logements qui correspondent aux besoins de la population, mais il faut aussi travailler sur le commerce pour redynamiser le commerce. Et il faut aussi travailler sur les aménagements publics pour que la ville soit agréable pour les habitants. Il faut aussi travailler sur les services publics pour éviter d'installer des services publics en périphérie, travailler aussi sur les mobilités. Donc voilà, et puis s'intéresser au patrimoine. Parce que pourquoi les Français aiment les centres-villes de nos villes moyennes? C'est parce que ce sont des villes aussi qui sont riches de leur histoire, qui sont riches de leur patrimoine. Et pendant trop longtemps, on avait délaissé ces villes moyennes, ces villes à taille humaine, parce que c'était peut-être un petit peu plus facile de construire des zones pavillonnaires en périphérie, de construire des zones commerciales, des zones industrielles en périphérie, de construire des ronds-points aussi. On se rend compte aujourd'hui que cette politique d'aménagement du territoire, elle a eu des effets désastreux. Elle a coûté très cher aussi en argent public. Et puis, elle contraint aussi les habitants à toujours se déplacer avec leur voiture individuelle. Alors qu'on sait bien aujourd'hui qu'au moment du changement climatique, si on veut offrir des villes, la ville du quart d'heure, des villes où les habitants puissent trouver tout ce dont ils ont besoin, il faut travailler sur ces 5 axes en même temps. Ça, vous avez le recul maintenant nécessaire, parce qu'il y a Action Cœur de Ville 2 aussi, qui a démarré là, depuis 2023, mais avec la première mouture, attractivité des villes moyennes, ça, vous l'avez senti, vous avez des exemples concrets, Dominique ? Alors, je pourrais vous citer des chiffres, mais c'est souvent un petit peu barbant, les chiffres. Je pourrais vous dire qu'il y a plus de 9 milliards d'euros mobilisés dans le cadre d'Action Cœur de Ville 1 et 2 et réalisés à ce jour, si on ajoute les financements de la Banque des Territoires, d'Action Logement, de l'ANA. Mais la donnée qui me semble la plus importante, la plus pertinente, c'est l'avis des Français. Nous faisons un baromètre tous les ans avec notre partenaire Centre-Ville en Mouvement. Et le dernier indique que 70% des Français sont attachés, voire très attachés à leur centre-ville. Et ce chiffre a progressé de 10 points en 10 années. Et ça, c'est vraiment un vrai succès. Voilà, c'est un attachement des Français à leur centre-ville et aussi des habitants des villes Action Cœur de Ville qui vont davantage dans leur centre-ville que dans le reste des villes de métropole. Et là, on parle de villes moyennes entre 20 000 et 100 000 habitants.
On est d'accord. Tout à fait. Le programme Petite Ville de demain est basé sur le même principe, Ouais. mais il s'adresse à des villes de plus petite taille. Très bien. Annabelle Violet, directrice régionale Nouvelle-Aquitaine, Banque des Territoires. Alors, la Banque des Territoires, elle développe sur son investissement dans le programme Action Cœur de Ville, comme Action Logement et l'ANA, vous le disiez. Alors, déjà au niveau national, mode d'emploi, comment ça se passe ? Alors, comme l'a souligné Philippe Buisson, on était déjà engagé auprès des villes moyennes dans le cadre d'un programme qu'on portait en propre, qui s'appelait Centre-Ville de demain, avec une conviction forte qui était que ces villes moyennes, elles avaient un rôle majeur à jouer dans le développement des territoires, comme rôle de centralité et comme pôle d'attractivité pour la zone urbaine qu'elles desservent. Et on a réfléchi sous 3 axes. Un premier axe qui est l'accompagnement en ingénierie. Donc, quand on appelle, enfin, je vais faire un peu de vulgarisation, mais ce qu'on appelle l'ingénierie, en fait, ça peut s'assimiler à de la subvention, où on vient cofinancer des études amont. Pourquoi on fait ça ? Parce que c'est un volet très important. C'est-à-dire que pour bien penser une vision d'un territoire, d'une ville moyenne, il faut de l'ingénierie. Et ces villes moyennes, elles avaient peu de moyens à y consacrer, de moyens humains et de moyens financiers. Donc on est arrivé, on va dire, en amont sur comment je pense ma ville, avec ce qui a très bien été souligné aussi par l'ANCT, c'est le fait que tout est interdépendant. Quand je pense au transport, je pense au commerce, je pense au logement au-dessus des commerces, etc. Et donc cette interdépendance des différentes thématiques pour rendre un centre-ville plus attractif, ça demande de la conception en ingénierie. Oui, de la visibilité, mais aussi on peut se dire, s'il y a des changements de couleur politique, c'est pas évident quand on prévoit comme ça sur des années à l'avance. C'est ce que disait Philippe Buisson, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où c'est partagé par l'ensemble des acteurs du territoire. Ça, c'est la clé. Et c'est la vraie force du programme Action Cœur de Ville, c'est d'avoir mis tout le monde autour de la table. Les collectivités locales, les financeurs, l'État, les partenaires privés. Et donc, c'est en mettant tout le monde autour de la table qu'on partage une vision. Et à partir de ce moment-là, ça fait l'unanimité d'une certaine manière et on peut dérouler les choses. Donc, si je reviens, donc ingénierie, deuxième phase, le financement, parce qu'une fois qu'on a pensé le projet, il faut le réaliser. Donc on a 2 modalités d'intervention à la Banque des Territoires. C'est du financement très long terme avec des prêts. Qui peut aller jusqu'à 80 ans à peu près. Alors, c'est notre caractéristique, c'est qu'on prête sur de très longues durées. Donc on commence à 25 ans. Sur l'eau et l'assainissement, on va jusqu'à 60 ans, et sur le foncier, on va jusqu'à 80 ans, effectivement. Et puis la deuxième modalité d'intervention... Et vous n'êtes pas concurrent des banques. On n'est absolument pas concurrent des banques, on est en complémentarité de ce que font les banques commerciales, puisqu'en général, elles prêtent à 15, 20, 25 ans. Donc on est vraiment en complémentarité et on est sur des objets qui s'amortissent sur du très long terme. Quand on construit une école, quand on construit des logements, quand on rénove des commerces en pied d'immeuble, on est sur du très long terme. Donc nos financements sont mobilisables. Et puis la deuxième manière d'intervenir, c'est en co-investissement. Alors, soit dans des sociétés d'économie mixte, qui sont des outils qui allient la force du public et du privé et qui permettent de porter des projets sur les territoires. Donc, on rentre au capital de la société d'économie mixte, toujours en minoritaire, soit dans des sociétés projets. Donc là, on va rentrer dans une société projet. Je pense par exemple à un hôtel qui est un peu patrimonial dans un cœur de ville. On va monter une société projet avec le futur exploitant. Et on va porter la partie immobilière. Voilà. Quelques mots quand même sur des actions régionales. Là, on a vu au niveau national, après en région, des exemples. Alors, des exemples concrets. On peut citer ce qu'on a fait, ce qu'on fait toujours d'ailleurs en termes d'accompagnement sur la sobriété foncière sur Angoulême, où on a cofinancé plusieurs études stratégiques pour recenser l'ensemble des friches existantes sur la ville. Et maintenant, on est en train de travailler justement avec les outils Société d'économie mixte foncière pour voir comment on intervient sur ces différentes friches pour les résorber. Deuxième exemple, là on est sur du patrimonial, on disait à quel point les gens étaient attachés à la dimension patrimoniale. On a financé sur du très long terme la rénovation de l'amphithéâtre gallo-romain de Saintes, puisque Saintes est une ville gallo-romaine très connue dans la région,
avec un patrimoine historique très important et attractif sur le plan touristique. Donc on est aussi sur ce type d'intervention. Je peux citer ce qu'on a fait à Pau, où on est venu financer aussi sur du très long terme la rénovation du passage Carnot, qui est un nouveau pôle d'attractivité commerciale du cœur de ville. Je citais un exemple d'hôtellerie de cœur de ville avec une dimension patrimoniale. On l'a fait à Dax avec l'hôtel du Splendide. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples comme ça, mais il ne manque pas sur la région. On a 25 villes à couvrir, donc on est mobilisé sur l'ensemble de ces villes. Très bien. Maître Édouard Grimont, porte-parole donc du bureau du CSN, du suivi de l'activité immobilière, de la politique du logement et des relations donc avec le ministère du Logement et de la Rénovation urbaine, très important. Alors quel est le lien, le rôle de la profession auprès d'Action Cœur de Ville et puis les questions d'un baromètre, maître? Alors ce lien, tout d'abord, c'est une convention qui vient d'être renouvelée il y a quelques minutes devant nous. Alors l'origine de cette convention, c'est tout d'abord un objet statistique, on va dire, de chiffres, puisque le partenariat entre la profession et le programme Action Cœur de Ville est, je vais le qualifier de légitime, pour deux raisons. Tout d'abord, donc les chiffres. Le notariat est reconnu pour la qualité de ses statistiques immobilières, reconnu par l'INSEE, reconnu également par l'autorité de la statistique publique qui a labellisé depuis 2018 nos statistiques. Et c'est à ce titre que vous êtes adressé à nous. C'était en 2019 pour commencer à ébaucher un outil et nous demander un certain nombre de chiffres. Sur l'intérêt des chiffres, ça va être de pouvoir mesurer l'impact de la politique dans les communes concernées. Donc 245 communes de France, métropolitaine et territoires ultramarins. Donc première raison, la statistique, je vais y revenir dans quelques instants, puisque nous avons la chance d'avoir le maire de Libourne. Nous allons pouvoir montrer, dévoiler quelques chiffres. La deuxième raison, c'est quelque chose qui a été dit hier à l'occasion de la séance d'ouverture et qui a été repris il y a quelques instants lors de la signature de la Convention, c'est que les notaires sont des relais des politiques publiques sur leur territoire. Nous avons un maillage géographique qui est très fin. Je pense que nous sommes la profession certainement la plus présente sur le territoire national en termes de maillage, ce qui nous permet d'être au plus près des collectivités territoriales pour expliquer les politiques auprès de nos clients. Nous recevons tous les ans plusieurs millions de Français dans nos études. Et les communes qui sont concernées, c'est un chiffre qui est quand même assez important, c'est, si je ne dis pas de bêtises, Madame la Directrice, 23% de la population française, un quart de la population française est concernée par ce programme Action Cœur de Ville. Et puis ensuite, bien entendu, un relais pour faire remonter auprès de nos interlocuteurs, auprès des collectivités territoriales, mais le ressenti sur le terrain, parce que les chiffres ne disent pas tout. Statistiques, c'est important, c'est tout le ressenti de terrain. Le ressenti, ce que les clients partagent avec nous quotidiennement sur ce qu'ils vivent. Et effectivement, vous le disiez très justement, les Françaises et les Français sont très attachés à leur centre-ville historique, patrimonial. Et c'est quelque chose que nous vivons, qui est partagé avec nous par nos clients et que nous pouvons bien sûr faire remonter. Alors d'un point de vue chiffres, j'ai quelques slides à vous montrer, puisque à l'origine, 3 données sont à communiquer, toujours d'ailleurs, au titre du baromètre. Ce sont les nombres de mutations dans les communes du programme, les prix de vente sur ces communes, concernant ces communes. Et puis le troisième chiffre également qui est important, c'était les données des diagnostics de performance énergétique, puisque le programme Action Cœur de Ville vise également un objectif de rénovation énergétique des logements. La convention qui a été régularisée avec le temps, elle a vocation à évoluer. Et nous avons donc désormais intégré de nouveaux chiffres, de nouvelles données. Tout d'abord, l'origine des acquéreurs. Sont-ils de la même commune ou viennent-ils de communes avoisinantes ou plus loin ? La deuxième donnée, c'est une donnée d'âge. Quel est l'âge des gens qui achètent dans ces communes? Et puis ensuite, une troisième donnée, l'origine professionnelle en fait, des clients, des acquéreurs. Donc ici, par exemple, sur ce premier graphique, donc, il s'agit du volume de logements anciens. Alors nous sommes remontés sur les dernières années, puisque cette année, au prochain congrès des maires de France, ce sont les chiffres de 2023 qui seront communiqués, donc de 2021 à 2023. Où vous pouvez constater une augmentation sur la commune de Libourne en bassant
donc de 21% sur ces 3 dernières années, alors que sur la collectivité, on va dire, d'agglomération et sur la Gironde, plus largement, on constate une stagnation. Alors, il y a un pic et une redescente pour le département de la Gironde. Donc une progression pour la commune de Libourne. Ensuite, pour les maisons anciennes, c'est encore, je dirais, plus flagrant. 31% sur la commune. Toujours à peu près une stagnation sur la communauté d'agglomération. Et pour la Gironde, on constate toujours ce pic, mais qui redescend très rapidement entre 2022 et 2023. Oui. Au niveau des prix, Les prix. Alors. données financières, pour les maisons et pour les appartements, où on constate, alors après un pic, une forte augmentation 2021-2022 pour les maisons, une augmentation moins forte en 2023, mais en tout cas le prix de vente des maisons augmente sur Libourne, et on constate également sur les appartements. Alors il y a eu une forte progression en 2022, une redescente, mais en tout cas par rapport à 2021, on reste à un niveau de prix supérieur. Et je pense qu'on en a une dernière, qui est l'âge, une dernière donnée qui viendra compléter l'outil statistique et le baromètre de la profession. On constate que la moyenne des acquéreurs sur Libourne depuis 3 ans pour les maisons, la moyenne d'âge augmente, et c'est l'inverse pour les appartements. Il y a un rajeunissement pour l'instant qui est constaté. Donc voilà pour ces quelques données. Oui, à c'est titre très d'exemple. intéressant. Mais justement, Maître, quand on voit ceci, donc ça s'est présenté chaque année à l'occasion du Salon des maires. Si on se projette demain, est-ce qu'on pourra, avec les croisements de données, avec l'intelligence artificielle, avoir la plateforme avec des éléments d'actes authentiques de vente en direct? Quels sont les axes d'amélioration ou les critères supplémentaires que vous pourriez apporter? Alors, on a effectivement un outil qui va se compléter, ce qui est la base des données des avant-contrats de vente, Oui. donc qui nous permettra de manière, on va dire, plus rapide, presque en temps réel, d'avoir des données chiffrées. Voilà. Alors le presque en temps réel dépend d'une chose, ça va être de l'outil d'intelligence artificielle qui permettra à la profession de traiter ces données et de pouvoir les communiquer plus rapidement que nous ne le faisons aujourd'hui. Puisqu'effectivement, ce baromètre est communiqué une fois par an, actuellement. C'est à l'occasion du Salon des maires. Le prochain se tient au mois de novembre à Paris. Mais il est fortement possible d'envisager qu'à l'avenir, on puisse avoir un outil statistique plus fin, plus rapide et communicable plus rapidement auprès des maires qui le souhaiteront et bien entendu auprès de la direction d'Action Cœur de Ville. Merci, merci beaucoup. En tout cas, pour aussi prolonger, pour donner envie aux collectivités de soutenir les projets immobiliers, proposer des bâtiments avec des mètres carrés, ça ne suffit plus. Il faut convaincre, faire preuve de pédagogie, il faut remporter l'adhésion de tout le monde, les riverains, les élus, les acteurs économiques, les bailleurs sociaux, les investisseurs institutionnels, les associations, les résidents, mettre en place des partenariats et puis surtout quand on parle de la ville de demain sur ce qui doit être bas carbone, j'imagine que reconstruire la ville sur la ville, ce n'est pas facile. Il faut aussi produire des logements qui soient écologiquement responsables, socialement inclusifs, économiquement abordables. C'est pas simple, monsieur le maire. Oui. Les villes comme Libourne, qui sont effectivement des villes moyennes et des villes-centres, hein, ce ne sont pas des villes banlieues, ce qui n'est pas du tout péjoratif, mais sont toutes des villes qui ont un cœur ancien, la plupart du temps. Et donc, et qui sont finalement des villes relativement déjà bien urbanisées en pourcentage. Donc la perspective du ZAN, zéro artificialisation nette, n'est pas forcément pour nous une vraie gageure. En revanche, on doit effectivement rebâtir la ville sur la ville. Et là, il y a des outils qui existent, mais qui méritent d'être amendés. Bon. Le de Normandie, clairement, c'est un outil qui patine. Il Ça, commence. dispositif d'investissement locatif. Oui, mais je m'intéresse à dans des notaires l'ancien. qui, j'imagine. Oui. Bon. Ah. Le
prêt à taux zéro Oui, pour les primo-accédants. pour les primo-accédants ne vient pas financer en principe de la rénovation. Typiquement, Libourne vient de rentrer en zone B1, c'est-à-dire en zone détendue. Je le dis aujourd'hui où on vit les dernières heures du Pinel, donc ce n'est pas pour rendre Libourne éligible. Ça le rend éligible un peu au logement intermédiaire, mais ce qui serait un vrai levier, c'est que ça le rend éligible au prêt à taux zéro, mais pas sur la rénovation, qui est pourtant au cœur d'une concession d'aménagement, dealée d'ailleurs avec une SEM métropolitaine, InCité. Eh bien, le PTZ n'est pas un bonus. Donc, et enfin, le Malraux, que chacun connaît. Monument historique, voilà, rénovation. Pour les quartiers, on a tous des AVAB, des aires de valorisation patrimoniale. Eh bien, le Malraux vient peu irriguer nos cœurs de ville. Ça sert à faire à Bordeaux ou à Paris du Airbnb, comme ça les étudiants peuvent plus se loger. Bon, ok, mais ça ne vient pas irriguer nos territoires de centre-ville moyenne. Donc, il y a là des pistes, je ne sais pas s'il y a des représentants des services de l'État, mais il y aura des arbitrages plus politiques à mener dans les semaines qui viennent, dès que le gouvernement se sera vraiment installé. C'est une immense ambition, je le dis pour une profession qui est en panne, la production de logements. Il ne m'appartient pas de commenter la fin du Pinel, même si je pense que ça a été extrêmement brutal. Mais en tout cas, pour les villes que je représente, les villes moyennes, il y a là des dispositifs et des combats à gagner auprès de Bercy pour réorienter, pas forcément pour que ça coûte plus cher, mais pour réorienter des financements qui aujourd'hui ne viennent pas irriguer nos centres-villes, pour rebâtir cette action très, j'en termine par là, très vertueuse qu'on nous demande, c'est-à-dire bâtir la ville de demain sur la ville ancienne. Et inciter à investir. Dominique Concile. Oui, alors je pense qu'on est pile dans le bon moment pour faire des propositions et pour avoir, grâce au congrès de notaires et aussi grâce au maire Action Cœur de Ville, pour avoir une analyse sur les dispositifs qui peuvent encore être améliorés, perfectionnés. Moi, je voulais peut-être insister sur un sujet. Il y a déjà aujourd'hui des aides qui existent dans les villes Action Cœur de Ville pour procéder à des opérations d'acquisition d'immeubles, de rénovation, pour faire du logement locatif. Et une partie de ces logements, d'ailleurs, peuvent être faits sans condition de revenus. Et ça, ce sont les mesures qui sont proposées par Action Logement dans les villes Action Cœur de Ville. Et aujourd'hui, les enveloppes ne sont pas toutes consommées. Donc, c'est important aussi que les notaires sachent que Action Logement s'est engagé à intervenir dans les villes Action Cœur de Ville, que les propriétaires privés, qu'il s'agisse de personnes individuelles ou de sociétés, peuvent tout à fait s'intéresser à des immeubles du centre ancien. Elles pourront bénéficier d'aides d'Action Logement, qu'il s'agisse de subventions ou de prêts, et c'est cumulable avec d'autres dispositifs de l'ANA. Donc il y a quand même des outils déjà aujourd'hui qui existent, qui pourraient être davantage connus, promus et mobilisés pour intervenir dans les centres anciens en matière d'acquisition et de rénovation de logements. Très bien. Annabelle Violet, sur l'immobilier bas carbone, tous ces projets, à la fois le sens de l'histoire, mais aussi parfois des freins économiques aussi qui bloquent des projets. Oui, le modèle économique, enfin rebâtir la ville sur la ville, c'est un modèle économique complexe. Et ça a un coût, les bailleurs sociaux nous le disent, quand ils doivent adresser une multitude de petites opérations au-dessus des commerces, en cœur de ville. C'est très complexe à faire pour eux parce que le modèle économique est très difficilement trouvable et puis parce que les financements sont complexes à mobiliser. Nous, on a des financements dédiés sur ces enjeux-là. Donc il faut l'avoir en tête parce qu'il faut les mobiliser. Et encore une fois, on n'a pas de système d'enveloppe. Donc voilà, on tout peut le monde prêter. joue le jeu, tout le monde joue le jeu. Il n'y a Oui, pas encore des réticences ou d'anciens modèles ou de non. Non, honnêtement, tout le monde essaie de jouer le jeu. L'équation économique est ce qu'elle est aujourd'hui, avec une crise immobilière qu'on est en train de traverser. Donc c'est complexe, mais en tout cas, les financements sont là, ils sont mobilisables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit bien que ces enjeux de maîtrise du foncier pour les collectivités locales sont clés. Et il y a un certain nombre d'outils juridiques comme la préemption, etc., qu'il faut savoir mobiliser au bon moment
pour les collectivités locales, pour les élus. Il y a le rôle des établissements publics fonciers. On a un établissement public foncier en Nouvelle-Aquitaine qui joue également son rôle dans ces villes moyennes. C'est très important de pouvoir s'emparer de ces enjeux fonciers parce qu'en fait, c'est ça la clé. Pour penser la ville de demain, il faut que les élus puissent avoir la main, d'une certaine manière, sur comment ils repeuplent leur ville, quel commerce ils installent, dans quelle rue, etc. Et enfin, pour moi, la clé, c'est vraiment le foncier et c'est vraiment ces outils-là qu'il faut avoir en tête à mobiliser rapidement. Maître Grimont, l'une des clés, justement, le foncier, là aussi, ou sur la rénovation? Alors, la rénovation, notamment, comme le disait hier, je pense que c'est la présidente du Congrès, Marie-Hélène Perrault, le besoin de logement pour 2050 existe déjà en réalité. Donc il va falloir maintenant le rénover, surtout. Oui, 70% d'une ville est constituée de logements, voilà. 80% des logements de 2050 existent déjà, voilà. Mais la plupart ne sont pas en bon état, donc il va falloir les rénover, et puis aussi de s'occuper de l'existant, qui est tout le thème du Congrès. Voilà. Et les notaires sont des partenaires de cette rénovation, en lien notamment depuis quelques mois avec l'ANA et MaPrimeRénov', pour se faire le relais, toujours histoire de relais, auprès de nos clients, que ce soit en matière de vente, mais également de transmission, de succession avec un immeuble ou une donation, pour expliquer aux clients quelles sont les aides, les subventions auxquelles ils peuvent avoir accès, ils peuvent avoir droit, parce que bien souvent, les Français ne savent pas où aller frapper, ne savent pas comment demander, et ne savent pas combien ils peuvent percevoir. Alors on constate quand même une amélioration. L'ANA et MaPrimeRénov', il faut le reconnaître, ont quand même fait beaucoup d'efforts en termes de communication et de pédagogie, mais les notaires s'associent à eux pour développer cela et permettre aux Français de trouver parce qu'il y a de l'argent effectivement, donc trouver les fonds nécessaires pour cette rénovation. Très bien, je vois que le temps file. En conclusion, à chacun d'entre vous et à votre échelle, en étant en phase avec justement la thématique de ce congrès vers un urbanisme durable, quels sont pour vous les grands défis de demain et les principaux enjeux? Philippe Buisson. Moi, je veux bien, en une minute, un enjeu qu'on n'a pas abordé ici. Je ne sais pas si vous l'avez abordé dans votre congrès. Je suis en train je suis président d'une agglo, de construire un PLUI dans un plan local d'urbanisme intercommunal, dans le cadre d'une évolution de plein de schémas, le SRADET notamment, mais pas simplement, les SCOT et tutti quanti, le ZAN, plein d'acronymes que vous adorez. Et il y a un élément qui va être limitatif, absolument limitatif dans les droits à construire. C'est l'accès à l'eau. L'accès à l'eau va limiter beaucoup plus que le ZAN, beaucoup plus que la loi SRU, les droits à construire dans nos communes, qu'elles soient villes moyennes, périphériques ou pas. Nous, ici, la Gironde, vous le voyez aujourd'hui, c'est plutôt irrigué et pluvieux. Eh bien, l'accès à l'eau dans les Hauts-de-Seine est contraint. Et j'ai des communes aujourd'hui en périphérie de Bordeaux, en périphérie de Libourne, je pense à Ison, Vert pour les Girondins, qui sont des communes de 5-6 000 habitants périurbaines, eh bien, elles n'ont plus en l'état de droit à construire au regard de la capacité à accéder à l'eau potable. Il va falloir qu'on soit extrêmement malin pour trouver des droits à construire, c'est-à-dire avoir des réseaux plus performants, mais ça veut dire aussi prendre ce critère, encore une fois, qui sera le critère le plus limitatif que je connais et qui, comme ça, spontanément, n'est pas dans le débat public. Très bien. Pour vous, donc, c'est vraiment déterminant, cet aspect-là. Annabelle Violet. Le micro. La maîtrise du foncier, le pilotage du foncier, je le disais, et ça passe par le fait de mettre en place les bons outils. Établissement public foncier, je l'ai dit, foncière, adossée à des structures d'économie mixte, parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est une clé de succès. Dans les villes que l'on accompagne, les villes qui ne sont pas dotées d'outils de type SEM ou foncière, sont des villes qui ont du mal à transformer l'essai. C'est-à-dire qu'elles ont beau avoir une vision, une stratégie, etc. Il faut un outil pour porter ces sujets-là. Et donc, j'insiste sur le fait que, voilà, aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins, pour ces villes-là en tout cas, sur le fait qu'il faut mettre en place ces outils rapidement pour faire, en fait. Très bien. Dominique Ancil. Alors,
Je dirais que les enjeux pour demain, puisque nous devons nous adapter à des temps difficiles avec le changement climatique, puisque le thème du congrès, c'est l'urbanisme durable, on a tous compris l'importance de reconstruire la ville sur la ville pour arrêter de faire de l'étalement urbain. Et ça peut être aussi une chance pour nos villes moyennes. Ça veut dire qu'on va enfin s'intéresser davantage aux logements vacants, aux immeubles abandonnés. On a une expérimentation, par exemple, qui s'appelle Territoire pilote pour la sobriété foncière. Il faut regarder dans toutes ces villes moyennes, il y a souvent des immeubles vides, des espaces abandonnés, des immeubles sous-occupés. Ça, c'est un enjeu aussi. Lutter contre la vacance des logements, pour avoir davantage de sobriété et pour s'adapter aussi au changement climatique et limiter la production de gaz à effet de serre. Un deuxième enjeu peut-être aussi, c'est de s'adapter au vieillissement de la population. On ne l'a pas dit, mais nous sommes un pays où la population vieillit. On l'a vu aussi dans les âges d'acquisition tout à l'heure de logements. De plus en plus, la population qui vieillit va vouloir revenir dans les centres et plutôt dans les villes moyennes pour trouver à proximité les services, le commerce, la mobilité et tout ce qui permet de vivre mieux quand on vieillit dans nos centres anciens. Mais pour ça, ça veut dire que nos programmes doivent aussi aider les élus à faire tous les aménagements qui vont faire que demain, la ville répondront aux attentes et aux besoins d'une population vieillissante. Merci beaucoup. Le mot de la fin, maître Édouard Grimont. C'est toujours difficile de passer le dernier pour ce type de questions. Alors, surtout que je dirais tout a été dit avant moi. Je pense que un des enjeux ou l'enjeu, ce que traduit d'ailleurs très bien ce congrès, c'est cette table ronde qu'on prend un élu local, une représentante de l'État et je dirais une financière, une banquière, un notaire. Ben, ça va être de travailler ensemble davantage pour l'intérêt de tous, l'intérêt commun, de décloisonner peut-être encore certaines choses pour aller vers ce développement durable, ce que traduisent d'ailleurs un certain nombre de propositions, certaines de ce matin notamment, qui ont été présentées et approuvées très majoritairement, voire unanimement. Donc je pense que c'est un enjeu très important de travailler ensemble, main dans la main. Eh bien, c'est une très belle conclusion. Merci à tous les quatre, on peut les applaudir. Merci pour vos éclairages. Philippe Buisson, Annabelle Violet, Dominique Concile et maître Édouard Grimont. Merci à tous.